La saga des 4 empereurs vient de se clore et une grande page se tourne sur les mers de Grand Line. À présent que Kaido et Big Mom ont été vaincus, que va-t-il advenir des empereurs restants? Mais surtout, qui seront les prochains adversaires des Mugiwara? Seul De Yonko reste aujourd'hui invaincu, Shanks le Roux et Marshall D. Teach. L'un est le mentor de Luffy, l'autre est son pire ennemi, celui-là même à l'origine de la mort de son frère. À présent, la course pour le trésor du One Piece est à portée de main. Qui sera le premier à atteindre Laftel? Qui remportera le nouveau titre de roi des pirates? La grande guerre pour le trône est en marche et il est à présent temps pour nous d'imaginer les prochains affrontements du grand équipage de Barbe Noire contre les chapeaux de paille. Alors si vous voulez montrer que vous aimez mon travail et que vous souhaitez le soutenir, alors je vous invite à laisser un like à cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, mais avant, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Bloodline Heroes of Lightas. Ce free-to-play 3D revient aujourd'hui avec sa plus importante mise à jour de l'année, le système hybride. Plongez dans un univers fantasy, construisez votre royaume et créez votre propre champion légendaire tels que démons, elfes, nains ou encore demi-dieux pour protéger le monde des menaces qui l'entourent. La particularité unique de ce jeu est de vous faire tisser des liens entre ces grands clans de guerriers, des liens menant au mariage. Trouvez de nouvelles combinaisons de champions et créez ainsi une toute nouvelle et puissante lignée d'héritiers. Pour vous renforcer, le système hybride offre 800 hybrides différents en croisant deux lignées qui hériteront non seulement de leur talent, de leurs traits, mais également d'une apparence unique. Et attention, un grand bouleversement frappe le monde de Lightas. Les maudits, un sombre et terrifiant clan de vampires, rejoignent vos rangs pour faire de votre nation la plus puissante de toutes. Participez au grand événement d'Halloween à partir du 27 octobre pour obtenir votre premier vampire gratuitement dès le 7e jour. Téléchargez le jeu en utilisant le lien en description ou en scannant le QR code apparaissant à l'écran et obtenez un starter pack exclusif d'une valeur de 20 $ contenant 10 potions, 100 000 pièces d'or et 100 diamants. Alors n'hésitez plus et rejoignez dès à présent l'univers fantastique de Bloodline Heroes of Lightas. S'il y a bien un personnage qui peut ouvrir le bal, c'est bien Roronoa Zoro. Ce monstre de puissance qui a été à même de blesser l'empereur Kaido et le Mugiwara dont beaucoup attendent le combat, puisque quasiment tous ces affrontements sont pour le moins mémorables. La particularité de notre chasseur de primes a toujours été celle de vaincre les seconds d'équipage au même titre que celui qui lui a été donné parmi les Mugiwara. C'est pourquoi son adversaire ne peut être que Shiryu. Certains pourraient penser que Burgess était le second Barbe Noire puisqu'il est le commandant de la première division de flotte, mais c'est le Color Spread 1031 qui écarte cette idée, puisqu'apparaît tous les vice-capitaines sur cette image et c'est bien Shiryu qui porte ce rôle. Il possède cependant l'ultime fruit du démon tant recherché par Sanji, et on pourrait se dire qu'il devrait être son adversaire. Mais comme à Wano et de nombreux arcs, Sanji et Zoro s'échangent très souvent les adversaires. La Jambe Noire pourrait tout à fait l'affronter au début comme ce fut le cas avec King, puis combattre un autre adversaire par la suite. Mais surtout dans cette vidéo, il n'est question que des combats finaux où le narrateur déclare tel ou tel personnage grand vainqueur. Et c'est pourquoi Shiryu sera l'adversaire officiel de Zoro. Et on va comprendre pourquoi en analysant ces deux personnages. Zoro affronte dans la plupart des cas des épéistes, que ce soit Iyuzu et ses 8 katanas, Ryuma le dieu des lames, Home, T-Bone, Pika ou encore King, tous possèdent un sabre à leur ceinture. Quand il ne s'agit pas de katana, ses adversaires possèdent un élément grâce à un fruit du démon. La pierre pour Pika, l'acier de Mr. One ou encore le feu de King. Et Shiryu possède bel et bien ces deux caractéristiques. Il est un maître épéiste détenteur d'un Meito, soit la même catégorie de lame qu'Enma, et possède le fruit du démon de l'invisibilité. Un pouvoir qui permettra à Zoro d'accroître son acquis d'observation et sa faculté à trancher sans rien trancher, soit le principe même de l'invisibilité. D'autant que Sanji, son meilleur ennemi, possède cette capacité grâce à sa Red Suite, et donc affronter un homme pouvant lui rappeler le cuistot ferait un excellent parallèle. De plus, Shiryu est tout de même un adversaire à ne pas sous-estimer au vu de sa réputation et qui pourrait parfaitement tenir tête au plus fort des Mugiwara après Luffy. Car comme nous l'a expliqué Ivankov, cet homme fut par le passé comparable à Magellan en termes de puissance et même le plus dangereux des deux. C'est grâce à lui que la réputation d'impénétrabilité d'Impel
Temple Down a été acquise. C'est dire à quel point cet homme risque d'être un adversaire bien plus coriace qu'il n'est paraît. Au-delà de tous ces détails, un autre est à noter, son nom, Shiryu, pouvant se traduire en japonais dragon violet ou l'afflux du dragon à l'image d'un fleuve. Un animal qui se rattache à la perfection à Zoro grâce à Ryuma, le tueur de dragons, Kaido, le dragon des cieux, ou principalement dans les arcs Punk Hazard où il y trancha cet animal fabuleux. Les liens entre Zoro et Shiryu semblent donc très forts et offriraient un combat de vice-capitaine à la hauteur de leur titre. L'affrontement des meilleurs snipers. Qui de mieux que Sniper King pour offrir un combat épique contre Vanogure. Cet homme au sang-froid exemplaire est le parfait contraire d'Usopp qui panique à la moindre inquiétude. Leur premier lien fut tissé aux abords de Jaya où l'équipage s'interrogeait sur la provenance du tir qui venait d'abattre plusieurs mouettes. Cette scène permettait d'entrevoir deux événements. Le premier est le face-à-face potentiel et futur entre ces deux tireurs d'élite. Et le second indique qu'il y a 2 ans, Vanogure n'était probablement pas encore à l'apogée de ses capacités, puisqu'une mouette n'était pas morte sur le coup. Même si cela reste une prouesse irréalisable aux yeux des Mugiwara, il n'en reste pas moins que le tir de Vanogure était imparfait. Avec l'ellipse, il ne fait presque aucun doute qu'il s'est perfectionné. Vanogure serait pour Usopp l'adversaire le plus redoutable qu'il aura à affronter, d'autant que ce dernier porte un épithète des plus intrigants, celui de supersonique, l'homme capable de tirer plus vite que la vitesse du son. Et la grande question est de savoir comment le roi du tir va en venir à bout. Si Vanogure est capable de surpasser la vitesse du son, alors Usopp se devra lui de dépasser la vitesse de la lumière. En physique, c'est ce qu'on appelle le neutrino, et peut être comparé aux ondes produites dans l'air traversées par une balle. Cette particule serait alors l'atout d'Usopp. Ce créateur d'objets fous à l'image du Climatact pourrait concevoir une arme ou une balle capable de générer cette particule. Imaginez alors cette scène finale. Le roi des snipers dégainant sa carte maîtresse, l'ultime balle ayant une particule plus rapide que ne l'auraient été des rayons lumineux. Celle qui ne pourra utiliser qu'une seule fois et où il ne devra en aucun cas rater sa cible. Telle est la légende du roi du tir de Sniper King. Ce combat serait le moment opportun de revoir enfin Usopp paré de son masque. Car oui, ça fait aujourd'hui plusieurs années qu'il n'est pas réapparu. On sait que les mensonges d'Usopp se réalisent toujours, et Sniper King en fait bien partie. Ce héros masqué originaire d'une île appelée l'île des snipers. Se pourrait-il alors que grâce à cet affrontement, nous découvrons que cette île existe vraiment? Peut-être Vanogure en est-il originaire, ou connaît-il cette légende qui raconte que le plus grand des snipers réside sur cette terre? Cet affrontement est donc très prometteur, aussi bien dans l'évolution d'Usopp que pour son alter ego Sniper King. Mais ce combat prodigieux m'a mené à une dernière hypothèse, la raison qui pousserait d'autant plus Usopp à combattre Vanogure. Vous allez encore me dire que je kiffe les morts, mais attendez de connaître ce scénario. On sait aujourd'hui qu'il reste 2 hommes à la tête des anciens empereurs que sont Teach et Shanks. 2 hommes qui se sont affrontés par le passé et dont leur rivalité n'a fait que grandir avec le temps. Il n'est donc pas impossible que ces 2 Yonko s'affrontent de nouveau. À la différence cette fois, c'est que l'un d'eux n'en sorte pas indemne et que Yasopp, le père d'Usopp, soit tué par nul autre que Vanogure. Un destin tragique, mais qui offrirait un cliff assez dingue pour mener Usopp à venger la mort de son père et prouver ainsi qu'il est aux yeux de tous le roi des snipers. Un scénario qui finit encore une fois dans mon Death Note, voilà, promis, après ça, j'arrête. En bref, Vanogure et Usopp seraient pour moi l'un des combats les plus équilibrés si un affrontement entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire venait à voir le jour. Il est à présent temps de faire place à la seule et unique femme de l'équipage de Barbe Noire. J'ai nommé Katarina Devon. Multiples peuvent être ses adversaires, à commencer par Zoro. Comme avec Sanji et Shiryu, Oda aime intervertir les combats. Notre épéiste pourrait parfaitement la combattre durant un court instant. D'autant que Katarina possède elle aussi une épée et devait être à l'origine l'épéiste la plus jeune et attirante de l'équipage de Barbe Noire. Cependant, comme j'ai dit précédemment, ici nous n'allons parler que des adversaires finaux. C'est pourquoi le protagoniste, à même de vaincre Katarina Devon, serait Nami, la chatte voleuse. Un épithète dès à présent intéressant puisque Katarina possède le fruit du Inu Inu no Mi, soit le canidé, formant ainsi avec Nami la parfaite opposition du chat
et du chien. D'autant que la particularité du vol est un attribut qui leur est à chacune associé. La chatte voleuse et le renard appelé aussi goupil. Le deuxième détail qui les réunit est celui des femmes. Nami a toujours eu pour adversaire des personnages féminins, Miss Doublefinger, Khalifa ou encore Ulti, tandis que Katarina voue une véritable obsession pour les belles femmes, ce qu'est évidemment Nami, elle qui aux yeux de certains est considérée comme un ange ou parfois une déesse. Cette obsession se relie d'autant plus à son fruit du démon, le kitsune, connu pour prendre l'apparence de belles femmes au crépuscule. Oda aurait-il alors imaginé dès le départ le fruit destiné à Katarina. Il possède par ailleurs de grandes facultés surnaturelles, considéré comme le gardien d'Inari, le dieu renard, un nom qui pourrait facilement être celui d'une technique future de Katarina Devon. Il prend parfois le nom de Kitsunebi lorsqu'il parvient à générer du feu, un élément en parfaite opposition à Nami qui possède justement Zeus, dieu du tonnerre. La foudre face au feu rappellerait ainsi beaucoup la légende de Prométhée. Ce dernier déroba le feu sacré des dieux pour l'offrir aux humains et se voit punir par nul autre que le maître de l'univers, Zeus, réunissant de nouveau ces deux déités que possédait par le passé Big Mom. L'autre pouvoir du Kitsune lui permet de créer des illusions ou prendre l'apparence d'une personne. Un pouvoir déjà démontré par Katarina lorsqu'elle apparut sous les traits d'Absalom face à Moria. Mais l'illusion est une capacité que connaît bien Nami puisqu'elle a été à même d'en créer lors de son combat face à Khalifa. Le combat de Nami l'opposant à Katarina Devon semble être inévitable et pourrait alors nous offrir un affrontement des plus palpitants. S'il y a bien un combat que j'aimerais voir, c'est celui-là. Brook est pour moi l'un des éléments forts des Mugiwara qui pourtant semblent sous-estimés et inexploités dans One Piece. Il n'a eu que très peu de combats à lui et pourtant son affrontement face à Big Mom reste une scène emblématique de One Piece. C'est pourquoi le voir affronter Lafitte lui permettrait d'avoir de nouveau son moment de gloire. Découvert dans les tout premiers arcs de l'œuvre, Lafitte possédait quant à lui une prime de presque 43 millions de berries, soit 10 millions de plus que Brook à cette même époque. Des primes qui s'équivalent et dont généralement mènent à un combat équitable dans One Piece. Mais c'est surtout un détail qui me fait dire que ces deux personnages pourraient s'affronter, leur passé commun. Ils sont d'abord très liés par des détails physiques. Ils possèdent tous deux une canne, un chapeau haute forme et leur style est celui d'un dandy, d'un gentleman. Concernant leur pouvoir, on ignore encore si Lafitte est un détenteur de fruits du démon, mais on connaît cependant 3 de ses spécificités. La première, l'hypnose, qui sera probablement une capacité inutile face à Brook, puisque ce dernier est un squelette et ne possède donc ni yeux ni cerveau. La seconde est la capacité de Lafitte à voler grâce à ses ailes, un style qui rappelle beaucoup celui de l'ange de la mort et qui ferait une thématique parfaite pour Brook et son fruit du démon. Enfin, le troisième se rapporte à l'art de la musique et de la danse. Lafitte a tout d'un danseur de claquettes. Il a d'ailleurs durant la bataille entre Ace et Barbe Noire émis un sifflement lorsqu'il courait, un détail troublant quand on sait que la technique de Brook est celle d'un épéiste fraudonneur associant l'utilisation de sa lame à des sifflements. Un style de combat donc très proche qui pourrait offrir un affrontement symphonique des plus musicales, un danseur de claquettes faisant un ballet sur la glace au rythme des notes de musique de Brook. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Ils sont tous deux issus de la même mère, West Blue. L'un était gardien de la paix, l'autre était chef d'une troupe de garde royale. On ignore encore aujourd'hui quel roi Brook protégeait, ni même la raison qui l'a fait quitter sa mission. Et c'est pourquoi ce combat pourrait se révéler intéressant. Découvrir cette partie cachée de Brook au-delà de la boune mènerait à en savoir plus sur l'identité de notre gentleman et connaître les motivations qui l'ont poussé à devenir pirate. Un combat en tout cas très prometteur et que j'ai personnellement hâte de découvrir s'il venait à voir le jour. Quel meilleur personnage que celui qui a pour attaque le diable pour défier Jésus. Sanji était donc pour moi le personnage parfait pour affronter Burgess. Il est considéré comme l'un des plus puissants membres de l'équipage de Barbe Noire. Il fallait donc un adversaire à sa hauteur et même si Zoro pourrait l'affronter au départ, son véritable rival sera bien Sanji. Dans la religion, le diable fut le pire ennemi de Jésus de Nazareth dans ce qu'on appelle la tentation du Christ. Un démon qui a pour élément le feu et qui en fait de Sanji la parfaite
parfaite incarnation. D'autant qu'il n'est pas sans rappeler le Mera Mera no Mi, ce fruit que souhaitait obtenir Burgess. Mais l'élément du feu n'est pas le seul atout de notre cuistot, puisqu'il a aujourd'hui acquis de nouvelles capacités dont on ignore l'origine. Une vitesse accrue, un pouvoir d'invisibilité, mais surtout un exosquelette quasi imbrisable. Peu importe les coups qu'il reçoit ou si son corps se brise, Sanji parvient à se régénérer sans le moindre problème. Un point commun à Burgess qui détient une résistance à toute épreuve, que ce soit face au Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, l'onde de choc de Sengoku sous sa forme Bouddha ou encore aux flammes du dragon de Sabo. Au-delà de cette endurance accrue, son pouvoir réside avant tout dans sa force brute, comme on l'a vu détruire plusieurs bâtiments et créer des ondes de choc durant l'épisode du Colisée. Cette puissance, il la tire principalement du haut du corps, mais pas seulement, car il a fait preuve d'une grande agilité lorsqu'il sauta du deuxième étage du palais de Dressrosa sans la moindre égratignure. Des capacités très intéressantes face à Sanji, qui lui privilégie les jambes et une rapidité accrue. Deux combattants qui semblent bien différents physiquement, mais qui pourtant parviennent à se relier grâce à leurs facultés respectives si similaires. Cependant, Burgess est membre de l'équipage de Barbe Noire, celui-là même qui traque les fruits du démon. Il n'est donc pas impossible que Burgess en obtienne un à son tour, ou qu'il l'ait déjà consommé durant l'ellipse de Wano Kuni, ce qui s'ajouterait à sa force titanesque. Ce combat contre Sanji serait alors bien différent de celui face à Sabo. D'autant que Burgess sait faire preuve de vice durant ses combats, comme lorsqu'il se moque du révolutionnaire pour ne pas avoir sauvé son frère et tente ainsi de le tuer en traître. Ce coup de Trafalgar, Burgess pourrait parfaitement le reproduire face à Sanji, qui lui est extrêmement sensible lorsqu'il s'agit de belles femmes, mais surtout de sa famille les Vinsmoke. Une scène de ce type pourrait alors mener à un grand affrontement. Un ennemi qui poussera Sanji dans ses retranchements, dans son endurance et sa faculté à faire face à ses pires démons. Après avoir vaincu une reine, il est à présent temps pour la Jambe Noire de vaincre un champion. C'est pourquoi je pense qu'il n'y aurait pas meilleur adversaire que le possesseur du Diabolo Jump pour vaincre Jesus Burgess. いや大丈夫だ。 Est-ce trop évident d'imaginer que le grand combat du Dr Chopper serait celui face au Dr Q? La médecine est un sujet précieux pour Chopper qui dans chacun de ses arcs brille par ses connaissances. Créer un antidote pour contrer la pandémie de Queen, ralentir le processus de croissance des enfants géants de Punk Hazard ou encore raviver les souvenirs de Stelly face au machiavélique Opaque. Notre reine au nez bleu excelle face aux ennemis capables de dompter la science. C'est pourquoi Doc Q serait le parfait antagoniste face à Chopper. Cet homme dont le physique et l'attitude ne sont pas sans rappeler celui d'Iluluk, le mentor de notre reine. Ils ont d'ailleurs contracté tous deux une maladie très jeune dont les symptômes sont similaires. Mais surtout Doc Q a foulé la terre des Sakura durant son voyage avec Barbe Noire. On ne sait d'ailleurs toujours pas à ce jour pourquoi Teach a souhaité se rendre dans ce pays. Ce détail pourrait faire que Doc Q en sache bien plus sur le pays des neiges qu'on ne l'imagine. Peut-être révélera-t-il un secret concernant la maladie d'Iluluk et la raison pour laquelle son pays fut autrefois appelé la Mecque de la médecine. Mais surtout permettre à Chopper de toucher du doigt son rêve de trouver le panacée. En effet, il y a 8 ans, une grande chasse au panacée a été lancée. Il existerait un champignon capable de guérir toutes les maladies. C'est pourquoi Chopper partit en quête de ce trésor et sans le savoir, condamna son mentor vers une mort certaine. Or Chopper possède justement un fruit du démon dont le design est celui d'un champignon. Sans le savoir, aurait-il consommé le panacée qu'il recherchait tant. Doc Q pourrait alors être la clé permettant à Chopper de prendre conscience que ce trésor n'est autre que lui-même. C'est Amyudake qui a apporté la mort de son maître sera finalement le remède à toutes les maladies. La plus grande maladie de ce monde, la bêtise humaine, soignée par nul autre que le fruit de l'humain. Et Chopper le dit bien, il sera à lui seul un remède miracle. Un médecin incapable de guérir toutes les maladies. Mais ce contraste entre la vie et la mort est justement le parfait argument pour revenir au personnage de Doc Q. Et d'autant plus avec les derniers événements de Wano. En effet, après que Zoro ait été grièvement blessé suite à l'attaque de Kaido, ce dernier s'est vu rencontrer la mort de très près. Au Japon, cette entité se nomme Shinigami, dieu de la mort reconnaissable à sa faucille. Un nom important puisqu'il est l'épithète de Doc Q. Ce contraste entre un médecin de la mort et un médecin censé sauver des vies ferait une parfaite opposition entre ces deux personnages. D'autant que Doc Q pourrait avant tout permettre à Chopper de développer certaines compétences jusque-là inexploitées. Durant l'introduction de l'arc Whole Cake Island, Luffy s'est vu succomber au poison d'un poisson venimeux. Malgré toutes les tentatives de Chopper, il ne parvint pas à le soigner et seul Reiju put extraire le venin. L'ennemi qui est Doc Q pourrait avoir ce type de pouvoir puisque son
son nom peut se traduire Dooku, qui signifie poison, venin. Ainsi Chopper pourrait alors développer de nouvelles capacités pour faire face à cette calamité. D'autant qu'il doit être à présent très expérimenté dans ce domaine grâce à Luffy qui à de nombreuses reprises fut enclin au poison. L'affrontement du dieu de la mort et du dieu de la vie semble donc très prometteur et offrirait à Chopper un combat lui permettant à nouveau de briller et faire reconnaître au monde qu'il est bel et bien le roi de la médecine. Nous arrivons à la dernière partie des combats les plus complexes à créer, au vu qu'ils sont beaucoup moins évidents que les précédents. Car oui, l'équipage de Blackbird se compose non pas de 9 Nakama comme le sont les Mugiwara, mais bien de 10 commandants régnant chacun sur une flotte. On va donc partir du postulat où l'équipage au chapeau de paille obtiendrait également son 10e membre. Même si j'ai défendu à l'époque la théorie selon laquelle Yamato ne rejoindrait pas l'équipage après Wano, je n'ai jamais été fermée à l'idée qu'elle se joigne à eux par la suite, à l'image de Jinbe. C'est pourquoi, comme pour le moment nous n'avons pas d'autres personnages envisageables, j'ai fait le choix d'ajouter Yamato comme potentiel 10e Mugiwara. Et par la même occasion, faire kiffer mes abonnés qui auraient adoré l'avoir dans l'équipage. Alors les fans de Yamato, c'est le moment de faire péter les pouces en l'air pour montrer votre soutien. À présent, découvrons qui seront les 5 derniers Mugiwara à affronter l'équipage de Barbe Noire. Voici des personnages qui m'ont donné du fil à retordre. Vasco Shot et Avalo Pizarro. Deux hommes qui ont pour point commun un nom de conquistador espagnol et qui ne semblent pour le moment pas posséder de fruits du démon. Alors qui sont-ils vraiment et quels seront les Mugiwara à même de les affronter? Commençons par celui qui se fait appeler le roi dépravé, j'ai nommé Avalo Pizarro. Cet ancien roi a gouverné il y a des années un royaume de North Blue et perdit son titre après que son peuple se soit rebellé. Pizarro était donc un homme important par le passé, même si nous ignorons s'il siégeait à la rêverie. Tout comme il paraît étonnant qu'un homme surnommé le tyran ait pu être destitué seulement grâce à la force du peuple. Renverser un roi demande un certain pouvoir, comme on l'a toujours vu avec Luffy et les pays auxquels il est venu en aide. Il est alors possible que d'autres protagonistes soient entrés en scène, tels que les révolutionnaires qui, comme on le sait, organisent des coups d'état aux 4 coins du monde. Mais cette mer est avant tout détenue par une famille bien connue des Mugiwara, les Vinsmoke. En effet, il y a bien longtemps, un événement majeur s'est déroulé sur ces terres, celui qu'on nomma la conquête des 4 nations. Ainsi Pizarro pourrait se voir grandement lié à la Jambe Noire et obtiendrait un combat des plus intéressants pour ainsi asseoir sa supériorité de roi face au prince. Cependant, Sanji est pour moi davantage destiné à affronter Burgess en combat final. C'est pourquoi un autre Mugiwara pourrait faire son entrée. J'avais d'abord pensé à Yamato si cette dernière venait à rejoindre l'équipage, pour la simple et unique raison que Pizarro est le portrait craché de Kaido. Même ambition, même trait physique et surtout cette épithète de tyran qui colle si bien au père qui était Kaido pour Yamato. Cependant, notre princesse Démon correspondait davantage à un autre membre de l'équipage de Barbe Noire que vous découvrirez juste après. C'est pourquoi j'ai opté pour un autre Mugiwara, Jinbe, le paladin des mers. Bon, j'admets que quand j'ai découvert l'onomatopée de Pizarro Nia, qui signifie miaou, je me suis dit que son chara-design lié au félin, ça me rappelait beaucoup Hoshu, l'adversaire de Jinbe. Mais on va pas se mentir, je trouve ça assez mec comme argument. C'est pourquoi je me suis intéressée à son nom Pizarro. Ce conquistador espagnol qui mit à feu et à sang l'empire Inca devint le roi des terres de Cusco, là où trônait le temple du soleil. Un épisode d'esclavagisme sévère et une thématique du soleil qui fait grand lien à Jinbe. Cet ancien membre des pirates du soleil a vu son peuple subir des siècles d'esclavage par non pas des hommes mais bien des tyrans. C'est pourquoi imaginer un affrontement entre ces deux-là semble me convaincre, d'autant que Pizarro est tout de même le 5e capitaine titanesque. Il fallait donc au moins notre paladin des mers pour faire face à un tel monstre. Ce qui nous mène au second conquistador de l'équipage de Barbe Noire, Vasco Shot. Les seules informations à notre connaissance sont qu'il est surnommé le roi de la bibine et qu'il est originaire de South Blue. Il porte cependant un chapeau qui rappelle beaucoup celui d'un bouffon, d'un fou, qui pourrait alors s'associer à son amour pour l'alcool et montrer un personnage totalement excentrique et décalé, un peu à l'image de Kaido lorsqu'il est ivre et adopte différents comportements après avoir bu. Lorsqu'on étudie un peu les mythes et légendes de notre monde, on découvre alors la divinité
divinité grecque Momos. Personnification du sarcasme et de la moquerie, il agit comme le bouffon des divinités de l'Olympe. Mais après avoir raillé tous les dieux, il fut chassé et s'installa chez le seul dieu capable de le supporter, Dionysos. Dionysos, cette déité qui n'est autre que le dieu de l'alcool et du vin. Si ce n'est ces détails, j'admets n'avoir rien trouvé de si particulier. Il a étrangement l'apparence d'un homme poisson sans pour autant en être un, au vu qu'il possède pas de main palmée. Il est donc très difficile de trouver un adversaire pouvant se lier à ce personnage. L'alcool se relie parfaitement à Zoro, mais pour moi Vasco ne serait pas de taille face à lui. Si je devais donc faire par élimination, j'opterais alors pour un combat face à Franky. Ce charpentier d'exception serait alors l'adversaire idéal pour faire face à la folie de Vasco. Il est le seul membre de l'équipage à consommer en excès une boisson, le cola, tandis qu'il ferait face au roi de la bibine. L'un est le 8e membre des Mugiwara, l'autre est le commandant de la 8e flotte de Barbe Noire. Ils ont également le tigre en point commun, qui était l'animal sacré du dieu de l'alcool, tandis que Franky incarnait la bête sacrée enflammée de Baljimoa. Mais surtout, Franky obtient très souvent des adversaires au design un peu loufoque, comme ce fut le cas avec Fukuro, ou encore son combat exceptionnel face à Senor Pink. Alors, qui de mieux que notre cyborg pour affronter le fou du roi? 見つかっつった上にバレちった。 Qui parmi les Mugiwara pourrait bien affronter ce géant des mers qui est Sanjuan Wolf? Si nous partons sur les différents indices Koda cachés à travers le temps, on peut voir que le color spread du chapitre 902 représente parfaitement les Mugiwara affrontant l'équipage de Barbe Noire. On y aperçoit Shiryu avec sa casquette de gardien-chef, Katarina Devon au centre de l'image en arrière-plan, et Sanjuan Wolf ayant sa position habituelle de main posée sur le visage, avec à ses côtés Chopper et Usopp. Un combat qui pour moi arrivera très probablement durant l'affrontement de ces deux équipages. Cependant, comme j'ai répété tout au long de cette vidéo, il ne s'agit là que des adversaires finaux des Mugiwara. C'est pourquoi Usopp et Chopper ne sont pour moi que des adversaires transis, et le véritable Mugiwara qu'il affrontera risque de vous surprendre. Pour cela, étudions le peu d'informations dont nous disposons au sujet de Sanjuan Wolf. Surnommé le cuirassé géant ambulant, le navire de guerre colossal ou encore le destroyer. Tous les épithètes de Wolf se rapportent au bateau, ayant même pour référence le Sanjuan Bautista, l'un des premiers navires de haute mer japonais. Un détail qui ne pouvait donc m'amener qu'à un seul membre de l'équipage, Yamato. Ce nom qui n'est autre que le plus grand et destructeur navire de guerre de l'histoire nippon. Cuirassé contre cuirassé, il ne pouvait y avoir meilleur affrontement. D'autant que leur nom et épithète ne se limitent pas à cette simple coïncidence, puisque Sanjuan s'accompagne du mot wolf, signifiant loup. Cet animal qui est justement celui du fruit du démon Yamato, le Inu Inu no Mi, modèle Okushi no Makami. Wolf ne pouvait alors pas avoir meilleur adversaire que la princesse démon. Sa particularité d'être un géant couplé à son fruit du démon fait de lui l'être le plus grand du monde, dépassant même le légendaire Oz. Un détail intéressant quand on sait que le père de Yamato, Kaido, fut grandement relié à cette race de géants antiques. Leur passif commun de prisonnier peut également être un sujet de discussion entre ces deux personnages. Peut-être Wolf aurait-il été emprisonné à cause de sa lignée de sang et non à cause de ses actions sanguinaires. Car gardons à l'esprit que même s'il a rejoint Barbe Noire, il reste le seul membre à ne pas avoir participé à l'assassinat de Barbe Blanche. En bref, il est très difficile de théoriser davantage sur ces deux personnages au vu qu'on ne sait encore quasiment rien d'eux. Mais ces simples éléments sont déjà pour moi de bons arguments pouvant me permettre d'imaginer un affrontement potentiel entre cette princesse démon et le plus grand géant du monde. Mais qui sera l'adversaire du 10e membre de l'équipage de Barbe Noire? C'est quasiment mission impossible puisqu'on ignore tout de ce personnage. On ne connaît ni son nom, ni son visage, ni même s'il existe vraiment. Tout ce que nous savons, c'est que Barbe Noire a renommé les membres de son équipage les 10 capitaines titanesques et que chacun d'eux gouverne une flotte. Pour deviner quel personnage se cache sous ce rôle, il va d'abord falloir se baser sur le Mugiwara restant à qui je n'ai pas encore attribué de combat. Et ce personnage se nomme Nico Robin. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement car la dernière supposée recrue de l'équipage de Marshall D. Teach n'est nulle autre qu'Aokiji. Cet ex-amiral fut par le passé grandement lié à notre archéologue. C'est lui qui l'a laissé s'échapper d'Ohara, lui laissant la vie sauve, alors qu'il avait pour mission d'éliminer tout survivant. Plus tard, il croisera sa route sur Enies Lobby et de nouveau la laissera en vie. Cependant, j'imagine mal Aokiji livrer un combat sanglant face à Robin, d'autant plus pour le parti de Barbe Noire. Je pense
pense davantage que son ralliement à cet équipage est une couverture et que ses ambitions sont beaucoup plus grandes que celle-ci. Révolutionnaire, membre du SSG ou tout simplement infiltré pour son propre chef. Multiples peuvent être les possibilités. C'est pourquoi si ce 10e membre n'est pas Aokiji, il pourrait être alors un personnage lié au passif de Robin. Un survivant d'Ohara, un membre de la tribu aux trois yeux ou pire encore son propre père. À vrai dire, il y a trop d'hypothèses à donner au vu du peu d'informations dont nous disposons. Donc pour cette fois, je vais vous laisser me dire en commentaire quel serait pour vous ce 10e membre mystère et si vous le verriez affronter Nico Robin. Comment ne pas conclure cette longue vidéo par le plus grand et le plus attendu des combats? Oui, il paraît évident et sans l'ombre d'un doute que Teach sera bel et bien l'adversaire final de Luffy. Mais le parallèle entre ces deux personnages est si grand qu'il était important qu'ils apparaissent dans cette vidéo pour davantage mettre en lumière les points essentiels qui rendront ce combat exceptionnel. La lumière face aux ténèbres. Voilà le premier point qu'il fallait aborder. Puisqu'à présent que Luffy a éveillé son fruit, nous savons qu'il incarne bel et bien la lumière grâce au dieu du soleil Nika, tandis qu'à son complet opposé se tiennent les ténèbres avec le Yami Aminomi, deux opposés qui s'attirent et qui semblaient destinés à croiser le même chemin. Depuis leur première rencontre, Barbe Noire a suscité chez Luffy une méfiance comme il est rare que l'on perçoit chez notre Mugiwara. Mais surtout, Teach a pour grand ennemi les plus grands amis de Luffy. Son frère Ace qui fut livré à la marine par nul autre que Barbe Noire. Son mentor Shanks à qui il a infligé une cicatrice qui restera sa plus douloureuse blessure. Et enfin, son lien étroit avec Roger Chebek, qui fut nul autre que l'ennemi juré de Goldie Roger, cet homme dont Luffy suit les traces pour devenir à son tour le roi des pirates. En somme, le destin de ces deux hommes est lié par la contradiction. L'un incarne l'aube, tandis que l'autre regarde la lune. L'un adore la tarte à la cerise, l'autre la déteste. Et même sur des petits détails comme l'attribution des fleurs par Oda, il y a un parallélisme parfait. Barbe Noire incarne la Red Spider Lily, la fleur de l'équinoxe symbolisant une durée du jour égale à celle de la nuit, tandis que Luffy incarne le tournesol, fleur se tournant toujours du côté du soleil. En bref, vous l'avez compris, ces deux-là sont tout simplement le yin et le yang du monde. Cet équilibre parfait va tout de même devoir s'affronter, et c'est là que va être tout l'enjeu de ce duel. Car même si Luffy possède le Zoan du dieu soleil, il n'en reste pas moins que son adversaire possède non pas un, mais deux fruits du démon. Et l'un d'eux peut par ailleurs aspirer le pouvoir de son ennemi. Mais pas seulement, puisque comme on le sait, Teach est en mesure de voler les fruits du démon à leur propriétaire. Alors Luffy va-t-il perdre son fruit sacré Nika? Rien n'est moins sûr. Il a été aujourd'hui capable de vaincre l'un des plus puissants empereurs des quatre mers, il a développé son Haki des rois et a obtenu son nouveau gear. Comme je l'ai dit par le passé, le Gear 5 n'est pour moi pas son ultime atout et il n'est pas impossible qu'à son tour, Luffy obtienne une nouvelle forme bien plus grande pour combler les avantages qu'a en sa possession Barbe Noire. Nombreuses sont les hypothèses qui malheureusement ne peuvent se détailler dans cette simple vidéo qui est je pense beaucoup trop longue. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'affrontement de ces deux dits dont la volonté diffère sera probablement le point culminant de tout le secret caché derrière le One Piece et déterminera qui sera à même de pouvoir siéger sur le trône du monde. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'est un format inhabituel sur ma chaîne et qui sort de mes théories complexes des nerfs, mais que j'ai vraiment apprécié de faire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, likez un maximum cette vidéo et je vous en ferai d'autres du même style. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end et n'oubliez pas comme toujours, prenez bien soin de vous.